Bienvenue dans notre série d'émissions consacrée aux 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines. Qui dit ville nouvelle dit neuf, dit jeunesse. Qui dit jeunesse dit éducation. Et c'est à l'éducation, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur que nous allons consacrer cette émission. Pour en parler, Benjamin Boina, bonjour. Vous êtes étudiant, vous êtes directeur de la vie étudiante de l'Université Versailles-Saint-Quentin. C'est bien ça. À côté de vous, François André, vous êtes vice-président de la FCPE des Yvelines. Stéphane Delaplace, vous êtes le vice-président, un des vice-présidents en tout cas de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et Robert Cadalbert, vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le débat, on va, comme d'habitude, voir les trois étapes, ce qui s'est passé dans les premières années, ce qui se passe aujourd'hui, et puis les projets de demain. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose de vous rappeler un personnage que vous connaissez peut-être, en tout cas vous avez entendu parler, qui s'appelle Ivan Illich. Alors, Ivan Illich, c'était le créateur de la Société sans école. Eh bien, à 50 ans en Yvelines, il paraît que cette Société sans école a fait quelques émules. C'est ce que nous rappelle Édouard Stéphan, qui est historien au musée de la ville. C'est une école où les cloisons bougeaient. On pouvait regrouper les élèves de plusieurs classes. Enfin, la bibliothèque, c'était les mères d'élèves qui la tenaient. On faisait des sorties avec... Bon, là maintenant, c'est passé dans les mœurs. On était les premiers de la ville nouvelle à faire une fête en fin d'année. C'était une école qui plaisait pas à tout le monde, parce que bon, c'était un peu trop particulier, les enseignants étaient choisis, enfin bon, ça ne plaisait pas non plus beaucoup. Et il y avait un maître de plus que de classe, c'est-à-dire que je ne faisais pas la classe. Normalement, j'étais déchargé, mais je prenais des groupes de niveau. Si vous entendez ce qui se dit des fois, on avait quelques années d'avance. C'est-à-dire qu'un enfant en difficulté, on dédoublait une classe, il y avait une institut qui sortait et qui pouvait arriver à faire une prise en charge, vous voyez, un peu d'un petit groupe. Oui, c'était peut-être un peu la fin de 68, oui. Est-ce que cet esprit de 68, il a influencé un petit peu l'éducation dans le territoire de la communauté ? Le territoire de la communauté, par définition, on était avide d'expérimentation, oui, de nouveautés. Et particulièrement, il est évident que dans le domaine de l'éducation, un territoire qui croit sa jeunesse, croit son éducation, c'est une priorité. Et donc, il y a eu des expérimentations. Il y a eu le lycée des Sept-Mars, notamment, qui était assez ouvert sur l'extérieur, parce qu'il ne se faisait pas beaucoup à l'objectif, c'était d'expérimenter, en fin de compte, de mettre notre jeunesse, l'éducation, au cœur de la cité. Alors, ça a été ça quand même la préoccupation principale, parce que ce que je disais, ville nouvelle, c'est aussi une ville jeune, hein, donc avec des préoccupations pour la jeunesse. Et la première préoccupation, c'est évidemment l'éducation. Comment on fait alors? Parce qu'il faut créer des établissements. On a construit aussi beaucoup d'écoles, oui, même s'il y a des expérimentations avec des écoles sans mur. Je n'ai pas en tête l'énorme quantité d'écoles, de collèges, de lycées qui ont été créés avec l'arrivée de la ville nouvelle, mais c'est colossal. C'est colossal, oui. François André, en tant que parent d'élève, alors... Alors, en fait, ce que vient de décrire M. Stéphan, c'est un peu ce qui existe sous une forme différente, c'est-à-dire que les réseaux d'éducation spécialisée correspondent un petit peu à la mission qu'il avait, celle d'être le maître supplémentaire, et qui voyait des enfants hors de la classe. Donc, je suppose que cette génération a effectivement été à l'origine d'un certain nombre d'idées dans l'éducation spécialisée, dans la manière d'organiser l'école aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, c'était une expérimentation qui a finalement débouché aujourd'hui concrètement sur une organisation de l'école. Là, sur le territoire aujourd'hui, l'équipement en école, en collège, en lycée, il est suffisant? Il est plutôt pléthorique, et même oui, par certains côtés, je pense qu'il a été un peu anarchique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a construit, puis fermé, puis reconstruit. Donc la ville d'aujourd'hui se cherche un peu en stabilité à la fois d'effectifs et puis, je dirais, de groupes, de grappes d'habitation autour d'écoles qui soient pérennes dans leurs effectifs et leur nombre de classes. C'est encore mouvant, il y a des quartiers qui construisent. On ferme des écoles parfois trop tôt pour les reconstruire à peu près à côté ou au même endroit, c'est arrivé. Donc la ville s'adapte un petit peu par à-coup.
à une population scolaire qui est mouvante. Et comme elle n'est pas stabilisée encore aujourd'hui. Comme il y a une hétérogénéité du territoire et puis des habitants, je pose la question aussi à Robert Cadalbert, est-ce qu'il y a des établissements qui sont plus courus que d'autres qu'on cherche à éviter? Est-ce qu'il y a une inégalité entre les établissements? Est-ce que vous diriez ça? Il y a d'abord une carte scolaire. Même si elle a été mise à mal, j'espère qu'elle, parce que c'est important la carte scolaire, justement. Et c'est vrai que la ville nouvelle a plutôt suivi les envies et les besoins de la population, et du fait de la pyramide un peu particulière, avec beaucoup de jeunes qui ont vieilli sur place. Les équipements, on a transformé des crèches en maisons des anciens. On a des cas de ce type-là. Et puis, c'est vrai que comme les services publics à Saint-Quentin sont élevés, les parents d'élèves n'acceptent pas de faire 2 kilomètres à pied ou de transport pour aller mettre leurs enfants. Donc on était obligé de mettre des écoles à côté, ce qui est une bonne chose. D'où le côté pléthorique. Bien sûr, parce que quand on ferme une école, les parents d'élèves, ils ne veulent pas aller faire trop de kilomètres. En France, c'est naturel. À Saint-Quentin-de-Vigne, ce qui est naturel, c'est d'avoir son école dans son quartier, au pied de l'immeuble, pratiquement. Et quand le tissu social vieillit, effectivement, il faut transformer des crèches, des écoles maternelles en maisons des anciens. Et donc la première préoccupation, ça a été en effet les écoles, puis les collèges, puis les lycées, c'est ça? Bien sûr. Et puis après, jusque-là, jusqu'à une période récente, quand on voulait faire des études supérieures, il fallait aller à Paris. Oui, tout à fait. Effectivement, on a vu apparaître donc cette université sur Saint-Quentin, qui représente maintenant 19 000 étudiants, mais pas uniquement sur Saint-Quentin, répartis sur les Yvelines. Sur Saint-Quentin, il doit y avoir environ 13 000 étudiants. Entre 10 et 13 000 étudiants, ce qui est une belle progression, une belle réussite aussi, je crois. On voit qu'il y avait un réel besoin. Alors, il y a toujours encore plus de besoins, mais c'est une belle réussite, cette université. Je reviens un tout petit peu en arrière, dans les premières années, comme ça, est-ce qu'il y a une utopie concernant l'enseignement? Écoutez, vous parliez de mai 68, c'est arrivé après. Donc on voulait une université dans les Yvelines, et bien sûr, et hors de question, les pavés devant le château de Versailles, c'était impensable. Mais il se trouve que Saint-Quentin-les-Yvelines a ouvert très rapidement dans des écoles, justement des écoles qui fermaient, qui étaient plus utilisées, une antenne de Nanterre. Voilà. Et puis, à Versailles, il y a eu une antenne de Curie. Et quand Jospin et Allègre ont mis les universités dans les villes nouvelles, on a dit, OK, nous, on est partants. Et ce qui a été un petit peu particulier, c'est qu'on était partant pour une université, avec Michel Garnier, qui était le premier président, pour faire une seule université, Versailles-Saint-Quentin. Et je crois que ça a été un bon choix, puisque c'est une des universités, si ce n'est l'université, qui réussit le mieux actuellement en France. Actuellement, dans les jeunes universités. Vous faites une transition, puisque, évidemment, on a parlé un peu de l'histoire, et on va parler maintenant, on va passer du rêve, justement, à la réalité actuelle. Oui, alors Stéphane Delaplace, au départ, quand elle se crée, l'université, c'est une annexe, on peut dire, de Paris 6. Oui, 2 annexes. Et 2 annexes, Paris 6 et de Nanterre et Paris 6. Ouais. Et donc Nanterre plutôt pour les sciences sociales, Paris 6 plutôt pour les sciences dures, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets. Pas les sciences, voilà, donc il y a 2 annexes qui ont grandi, avec une université pour ce qui est de Saint-Quentin dans la ville. C'est important, elle est vraiment à l'intérieur de la ville, ce qui n'est pas obligatoirement le cas sur Versailles, plutôt un petit peu excentré. De même, il y a d'autres sites qui sont excentrés. Mais là, on a vraiment une université dans la ville. Est-ce que c'est vrai, je vais poser la question à Robert Cadalbert, qu'au début, les habitants de Versailles, avoir une université, ils ne voient pas ça forcément d'un très bon œil? Il y avait encore l'image de mai 68, donc des étudiants, gnangnang, donc, justement, qui enlèverait les pavés de D'ailleurs, il a fallu Versailles. qu'on se batte. Ils voulaient bien le siège de l'université à Versailles, mais les résidences étudiants plutôt à Saint-Quentin-les-Yvelines. Voilà. Mais nous, on voulait que l'université soit effectivement dans la ville. C'était une volonté. Le campus, on ne voulait pas un campus à Orsay fermé. L'université dans la ville, les collèges qui sont faits, qui font le lien entre le parc des Sources-la-Bièvre et la partie urbanisme, et puis que ce soit les étudiants qui fassent vivre la ville. Pour moi, mon rêve, c'est que ça devienne le quartier latin de l'Île-de-France. Voilà. C'est pour ça que vous avez préféré
les mettre au centre-ville, si je peux Oui, dire, oui. plutôt parce qu'on aurait pu imaginer, parce qu'il y a de la place, il y a des terrains, on aurait pu imaginer un campus un peu à l'américaine, un peu excentré, non? Non, on ne voulait pas mettre les étudiants de côté. Au contraire, on voulait que Ouais. ça soit les étudiants, la jeunesse, qui fasse vivre la ville. Hein. C'est ça l'idée derrière. Ce qui est le cas. Hein. Quand on se promène dans la ville, on voit Oui, bien qu'il y a de la oui. jeunesse. Quand même. Oui, mais enfin, est-ce qu'il y a suffisamment d'activités pour les jeunes? D'abord, il fallait les loger. Au départ, il n'y avait pas Oui. de logement. Donc, on a fait beaucoup, on va encore faire beaucoup de logements étudiants, parce que c'est d'abord ça, la première des C'est la des première raisons. préoccupation des Oui, étudiants, oui, si absolument. on veut qu'ils restent sur place, qu'ils aillent au cinéma, qu'ils fassent vivre le théâtre, qu'ils fassent vivre la ville, il faut bien qu'ils puissent loger, sinon ça n'a pas de sens. Il y avait quand même la nécessité aussi de les mettre à côté de la gare. Je pense Oui, qu'avoir 3 lignes de sûr. train qui permettent de converger Bien sûr, vers bien l'université, ce dont souffle le campus de Versailles, c'est de ne pas être desservi justement par les voies ferrées. Et les deux parties du campus sont éloignées. Et justement, quand vous dites qu'il faut les loger, ils viennent d'où les étudiants de Versailles-Saint-Quentin? Ils viennent d'ailleurs ou D'un petit peu partout. D'un petit peu D'un partout, petit peu oui. partout. D'Île-de-France, mais quand même plus largement que ça. Hein. Bon, évidemment, hein, les étudiants sont assez casaniers quand même. Hein. Ils aiment bien avoir une université ou un établissement autour de chez eux. Mais la réputation de l'université, par sa recherche aussi, par la qualité de sa recherche, fait que on commence à drainer au-delà de l'Île-de-France. Au-delà de l'Île-de-France. Comment, parce que vous parliez de la réussite au fond de cette université, c'est une des jeunes universités en effet qui a le mieux réussi. On fait toujours référence au classement de Shanghai, qui est une des marques. Enfin, il y en a d'autres. Et il y a l'attractivité de cette université. Comment vous l'expliquez, ça? La volonté La dès le qualité des départ, enseignants, la qualité je sais pas, de l'accueil, la volonté dès le départ d'inscrire cette université dans la recherche. Je pense que ça a été un choix et ça a tiré l'université vers le haut. Je crois que c'est ce choix-là qui nous permet d'être effectivement une des universités nouvelles qui fonctionne le mieux. Et dans tous les domaines. Alors, évidemment, il y a dans le domaine scientifique, il y a eu des prix Nobel. Il y a eu, oui. mais non, c'est vrai en droit, c'est vrai en... Voilà, il y a des spécialités en droit, en sciences sociales, en histoire. en histoire, en management. Donc c'est une université pluridisciplinaire. Benjamin Boina, vous êtes un étudiant heureux? Écoutez, plutôt. L'avantage qu'on a avec l'université de Versailles-Saint-Quentin, c'est que c'est une université, on va dire, à taille humaine. C'est-à-dire que les enseignants, effectivement, ils connaissent leurs étudiants. Il y a un dialogue qui s'instaure et qui est plutôt positif pour la réussite des étudiants. Donc, effectivement, question de taille de l'université, c'est un atout pour la réussite des études. C'est ça, on est proche des enseignants, on peut aller les voir. Voilà, d'accord. C'est ça. Cependant, l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a quand même développé sa vie étudiante, ce qui est quand même un point important pour marquer l'attractivité de son université auprès des futurs bacheliers, des futurs étudiants. Et donc, justement, vous êtes directeur de la vie étudiante, ça consiste en quoi là? Écoutez, je suis le directeur étudiant de la direction de la vie étudiante, qui est dirigée par un personnel administratif à l'université. Et grosso modo, on a plusieurs pôles de mission, que ce soit développer la culture et faire en sorte qu'il y ait un accès à la culture pour tous auprès des étudiants. Donc ça a été une bataille, mais qui a été réussie. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer un partenariat avec les différents partenaires culturels de la ville de la ville nouvelle. C'est ce qu'on appelle le défi action culturelle, ce qui permet d'avoir des réductions dans les partenaires culturels, chez les partenaires culturels. Et sinon, on s'occupe effectivement des étudiants étrangers, parce qu'on a une part importante d'étudiants qui viennent de l'étranger. On les accompagne dans leurs différentes démarches après, voilà, au niveau de la préfecture. Et comme disait Robert Cadalbert, vous sentez au quartier latin à Saint-Quentin? Pas encore. Il faut voir la maison des étudiants. Écoutez, il faut du temps. C'est ça, on attend quand même la maison de l'étudiant pour effectivement faire en sorte que les étudiants aient entre guillemets un sentiment d'appartenance à leur université, parce qu'on pâtit malheureusement de sites éclatés, comme l'a dit monsieur Delaplace, effectivement. On se retrouve sur tout le territoire des Yvelines avec des IUT sur Mantes, sur Vézy, sur Rambouillet, ce qui effectivement
n'est pas forcément propice à la cohésion de tous les étudiants, mais la maison d'étudiants pourra participer à cet élan intégrateur, entre guillemets, avec l'ouverture du FR de la science de la santé et les différentes composantes que sont le bâtiment Leclerc et le bâtiment Vauban, par exemple. François André, parent d'élèves que vous êtes, le fait qu'il y ait une université, c'est quelque chose d'important sur un territoire? Oui, mais ça ne cache pas les difficultés qu'on a pour remplir, par exemple, les lycées de la ville nouvelle. C'est-à-dire que on a toujours un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'élèves? Il y a trop de place encore dans nos lycées. C'est-à-dire que nous n'avons soit pas assez d'enfants, soit c'est l'extérieur qui est trop attractif. C'est-à-dire que Paris reste très attractif et on a la concurrence de Versailles avec ses classes préparatoires. Vous l'avez dit à Vincent Payan, non? Donc, alors non, mais on pourrait faire beaucoup mieux, je pense. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on travaille sur l'offre de formation de Saint-Quentin en Yvelines. On a créé une classe prépa qui aurait pu être intégrée dans l'université et être beaucoup plus près de la gare, par exemple. On aurait pu profiter de l'université pour aller un peu de l'avant aussi dans la réforme des enseignements et post-bac. On a laissé fermer des BTS dans l'intervalle. Alors bien sûr, pour des raisons de disette, on va dire, pour ces dernières années, mais on aurait pu se défendre et se battre pour protéger les BTS qu'on avait. Au total, on a une offre en post-bac et en enseignement professionnel et technologique qui est plutôt disparate et qui ne nous permet pas de garder nos élèves. Donc on a 4000 lycéens quand même, qui sont 4000 élèves qui sont à l'extérieur de la ville nouvelle de Saint-Quentin, qui sont ailleurs. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux travailler l'offre de formation chez nous. Et grandir aussi en nombre d'habitants. Une des questions qu'on abordera dans la troisième partie de l'émission consacrée à l'avenir, mais je reviens. Tout à fait. Je reviens un tout petit peu en arrière avec quelque chose que vous faites dans la vie étudiante. Peut-être qu'on ne le fait pas au quartier latin, c'est les AMAP. Les AMAP des étudiants de Saint-Quentin en Yvelines. Je vous propose de regarder ce sujet. Ariane Bureau est étudiante en Master 2 Médiation des connaissances environnementales. Elle a participé à la création d'une AMAP à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, la Cagette Verte. Il y avait trop de contraintes pour nous pour aller dans une AMAP classique, parce que ça s'étale sur toute l'année, c'est des paniers beaucoup plus gros. Donc nous, on a décidé de faire une AMAP étudiante adaptée aux étudiants. Aujourd'hui, toutes les marchandises, ou presque, passent par des circuits de grande distribution. En créant cette AMAP, les étudiants de l'UVSQ voulaient bien sûr avoir des produits frais dans leurs assiettes, mais pas uniquement. C'était aussi l'idée de recréer un lien en fait, entre le producteur et les consommateurs. Parce que si notre producteur, Thomas, un jour, c'est arrivé une fois au semestre dernier, il avait besoin d'aide. Une fois pour éplucher des poireaux. Mais il y a quelques personnes de la MAP qui sont allées l'aider en fait. C'est l'idée que ça aille un peu plus loin qu'une relation vendeur-acheteur en fait. Et ils sont bien tombés avec Thomas Lafoisse qui depuis quelques temps a décidé d'ajouter le maraîchage à la production céréalière de la ferme familiale. Je pourrais faire une AMAP de 200 personnes. Sauf qu'il n'y aurait plus la relation entre moi et les consommateurs. Dans des groupes de 50 personnes, j'arrive à discuter avec chacun. Et à créer une relation, même entre AMAPiens sans le producteur, ils arrivent plus facilement à discuter. Donc pour moi, la taille idéale d'une AMAP, c'est entre 50 et 60 paniers. Tous les légumes produits par Thomas sont bio. La Cagette Verte travaille aussi avec la ferme de Fanon à Senlis qui livre des œufs. Le lien qui réunit ces producteurs et les consommateurs est en fait ce qui définit les AMAP. Une surface est réservée pour un consommateur. Si, admettons, il faut 100 mètres carrés par consommateur, sur ces 100 mètres carrés, tout ce que je produirai sera pour eux. C'est-à-dire si j'ai des excédents, je ne revends pas, je partage pour mes consommateurs. Et si j'ai un accident, eux seront solidaires et ils auront un petit peu moins de qualité. Il existe 262 AMAP en Ile-de-France. L'année dernière, il s'en est créé 130. Dans un contexte où l'écologie prend de plus en plus d'importance, ce système fait de plus en plus d'adeptes. On en arrive à la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire l'avenir. Peut-être un mot sur ce que disait François-André. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une rationalisation C'est sûr qu'il faut adapter la formation aux besoins. Je crois que d'ailleurs l'université le fait. Et ils ont lancé de l'alternance, des formations par alternance à tous les niveaux, ce qui, pour moi, fait du lien entre l'entreprise et l'université. On peut citer ces exemples-là. C'est vrai que les classes prépa dans le lycée, ça n'a pas été forcément le succès qu'on attendait. Mais c'est un lien entre les classes prépa dans les lycées, en lien avec l'université, et aussi des formations par alternance. C'est une voie d'adaptation de l'université, du système de formation aux besoins des jeunes. Stéphane Delaplace, dans les projets d'université, alors il y a évidemment la fac de médecine.
dans les grands projets qui arrivent? Quels sont-ils? Alors, il y a des projets de croissance au niveau d'une école d'ingénieurs, par exemple, où il y a des classes prépa intégrées. Il y a des projets autour des IUT, Vélizy, Rambouillet, où on a un besoin de locaux, puisqu'il y a une croissance de ces établissements. Des demandes, des demandes fortes. Donc là, il y a des projets d'implantation d'IUT sur Saint-Quentin, pourquoi pas, c'est envisagé. Mais on est en train d'étudier ce projet-là. Après, on travaille, pour rebondir un petit peu avec les lycées, on travaille beaucoup sur les passerelles à établir avec les lycées pour permettre déjà de faciliter la réussite des étudiants à l'université, des lycéens, d'intégrer plus facilement les lycéens à l'université. Donc là, il y a quand même un travail assez important à faire. Et puis, ça peut permettre aussi au lycée de valoriser ces passerelles pour dire, voilà, nous, on développe des choses avec l'université, on vous garantit une poursuite d'études dans l'université, l'école d'ingénieurs, les IUT. Voilà. Donc là, il y a des choses. Alors, c'est une école d'ingénieurs qui est actuellement située à la fois sur Vélizy et Mantes, qui s'appelle l'ISTI. Donc, ses spécialités actuelles sont la mécatronique et l'informatique. Mais on a 4 projets qui vont être déposés pour la commission d'études d'ingénieurs dès la rentrée de septembre. Projets qui vont être étudiés. Sans compter les STACA. Qui est une école qui ne dépend pas directement, mais qui est liée à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et qui, elle, va s'arriver, ouverture en 2015. Oui, mais qui est une école privée. Oui, mais c'est une école qui forme effectivement d'excellents ingénieurs. Nous défendons les offres de formation publique. Oui, vous êtes la FCP, on va oublier quand même. Un mot quand même, parce qu'il y a aussi les pôles d'excellence, il y a Saclay qui arrive. Est-ce qu'on va pouvoir garder une université des Yvelines, ou est-ce qu'il va falloir s'allier avec d'autres universités? Ça se fait un petit peu déjà avec Sylvie Faucheux qui a pris la direction d'un pôle avec un lien entre 2 universités. Mais... Voilà. S'allier, travailler avec d'autres universités, c'est naturel pour les universitaires. On crée des équipes qui travaillent sur des domaines. Alors là, on oublie les barrières de l'université. On va aller travailler avec des collègues d'Orsay, de Cergy, et d'ailleurs, et de très loin d'ailleurs. Après, l'université, on est attaché à notre université. Robert Cadalbert là-dessus, oui, Orsay, c'est pas un risque pour l'université. C'est jamais un risque. De travailler ensemble, en bonne intelligence, c'est jamais un risque, au contraire. Avec les presses qui sont soutenues par la région aussi, il y a 2 presses qui sont faites, un avec Paris Sud et l'autre avec Cergy, qui permettent de développer, de travailler ensemble. D'être ensemble, on est plus fort, on fait des choses que tout seul on ne fait pas. Et je crois que c'est une bonne chose. On a une université qui est à la fois ouverte, qui s'implante, qui se développe, tout dans une synergie avec les autres. Et particulièrement, il y a une synergie très importante avec les pôles de compétitivité. Sur le plateau de Saclay, on a l'université qui est le plus impliquée dans les pôles de compétitivité, que ce soit systématique, que ce soit Movéo, que ce soit Cap Digital. Vraiment, on la retrouve partout parce qu'il y a une volonté. Géographiquement, Saclay, ça doit être l'Essonne d'un côté, les Yvelines de l'autre. C'est bien le sens que l'on veut donner à ce qu'on appelle le cluster, et que nous on appelle le cluster cité, où qu'effectivement, vous savez, un chercheur, ça se cloisonne forcément, ça finit par vivre qu'entre spécialistes. Et au contraire, la vraie innovation, la vraie recherche, c'est quand les gens s'enrichissent de leurs différences. Voilà. Et donc, on veut que les chercheurs, que les personnes innovantes puissent s'enrichir de la différence et de la diversité qu'on a sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, tout ça n'est pas une menace, c'est plutôt une chance. Bien sûr. Et les 2 universités sont complémentaires. Aussi. Il y a beaucoup plus de sciences humaines et sociales représentées à l'UVSQ. Orsay est plus fac scientifique, historique. Les 2 permettent de couvrir un champ très large de disciplines. Donc, à mon avis, il n'y a pas tant de concurrence que ça, sauf peut-être pour la médecine. Mais, je pense que les 2 universités offrent vraiment des formations complémentaires. Benjamin Bonnat ? Après, pour tout ce qui est alliance presse, effectivement, je pense que ça peut être une opportunité de entre guillemets, faire grandir les universités, de les rendre Vous avez des liens dynamiques. D'autres étudiants d'autres universités? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Cependant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est qu'à l'heure actuelle, les différents gouvernements ont mis en concurrence les universités les unes avec les autres, les forçant autonomisées, en tout cas. Les ont autonomisées, mais
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement concurrence entre les différentes universités, et de fait, elles sont obligées de se rapprocher. Il peut y avoir une menace, c'est quand des universités se rapprochent et fusionnent, et là, il peut y avoir une menace pour les conditions d'études des étudiants et de vie des étudiants. C'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas pour l'instant. L'autonomie, c'est plutôt... Enfin, vous la vivez pas encore tout à fait, mais... Si, quand même. Si, un peu. Non, mais l'autonomie, oui, c'est un progrès pour l'université. Maintenant, il faut que les moyens qui nous sont donnés nous permettent de pleinement vivre cette autonomie. Actuellement, on a, comme toutes les universités en France, on a quand même des moyens qui sont assez limités. Donc on va chercher les moyens ailleurs, mais ça demande du temps et c'est difficile. Robert Kadelbert, en conclusion, vous direz que l'éducation, c'est une des réussites de la ville nouvelle, d'une façon générale? C'est le cœur. C'est le cœur, souvent, un territoire qui ne croit pas en sa jeunesse, à son éducation, à son université, c'est un... Vous êtes plutôt fier de ce qui a été fait, je veux dire, jusqu'ici? Fier, c'est peut-être pas le mot, mais on reste toujours humble par rapport à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on pense qu'on n'a peut-être pas fait les plus mauvais choix. Merci infiniment à tous les quatre. Oui, malheureusement, voilà, l'émission est terminée. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous consacré aux 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines.